Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Cette semaine, l'avis de l'Union aborde la grippe aviaire, l'inflation, la loi pour la restauration de la nature et le rapport sur le crime organisé. Le Club des 27 s'intéresse lui à l'état de droit, au détournement de fonds européens et à la défense. Et enfin, nos chers voisins parlent d'élections municipales en Turquie, d'une loi contre l'incitation à la haine en Écosse et le retour de la loi sur les agents de l'étranger en Géorgie. On passe tout de suite à la rubrique L'avis de l'Union. Santé. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies recommande une surveillance renforcée sur la grippe aviaire. Alors qu'aux États-Unis, on apprenait en début de semaine qu'un citoyen américain avait contracté la grippe aviaire après être entré en contact avec du bétail laitier infecté, devenant ainsi le deuxième cas humain outre-Atlantique, l'Union européenne, par la voie du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le CDC, se tient prête. Le CDC, en coopération avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, ont publié un rapport sur les possibles accélérateurs de pandémie. Ce rapport rappelle que la grippe aviaire, connue depuis 30 ans, n'a pas subi les mutations nécessaires pour être transmissible par voie aérienne entre êtres humains. Mais il note que sa présence dans des pays tiers, disposant de règles sanitaires inférieures à celles de l'Union européenne, peuvent constituer un risque d'adaptation aux mammifères et, in fine, à l'être humain. Le rapport préconise d'élever le niveau de surveillance et de préparer des protocoles de réaction en cas d'épidémie. Les renards, les visons et les chats sont sensibles à la souche circulante. Le statut immunitaire des êtres humains face au virus de type H5 étant faible, le risque de pandémie n'est pas à écarter. Le rapport préconise le rapprochement des autorités de santé humaines et animales, la vaccination des oiseaux d'élevage et des mesures sanitaires strictes dans le cadre des élevages d'oiseaux. Économie. La baisse de l'inflation se poursuit. Mercredi 3 avril, Eurostat rendait public son rapport annuel sur l'état de l'économie. Et la bonne nouvelle, c'est que la baisse de l'inflation se poursuit, passant de 2,6 en février à 2,4% en mars, ce qui se rapproche de plus en plus de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne. Même l'inflation sous-jacente, qui concerne l'alimentation et l'énergie, a diminué de 0,2 points pour atteindre 2,9%, le taux sous-jacent le plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine. Un résultat pas si surprenant, alors que l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne ont vu leur inflation baisser au mois de mars. Reste maintenant à la BCE à statuer sur les taux d'intérêt. L'horizon est toujours fixé à juin, mais la BCE veut attendre de voir comment seront les salaires avant de statuer. Il y a un risque de prolonger la stagnation de la croissance si la décision de baisser les taux est prise trop tardivement. Environnement. L'opposition à la loi de restauration de la nature se renforce. La semaine dernière, je vous parlais de la décision de la Hongrie de voter contre la loi de la restauration de la nature. Et cette semaine, ce sont des États qui s'abstenaient qui ont basculé contre. En fait, ça ne change rien, puisque la majorité qualifiée de 55% des États membres représentant 65% de la population de l'Union n'est toujours pas atteinte. C'est ce deuxième critère qui n'est pas rempli. Ce sont la Pologne et la Finlande qui ont changé leur vote, passant de l'abstention au vote contre. En Pologne, la coalition gouvernementale s'est écharpée. Le Premier ministre Donald Tusk reconnaît que la loi de restauration de la nature sera bénéfique sur le long terme, mais invoque le fait que la loi peut très bien être nationale, sans coercition européenne. Un point de vue pas du tout partagé par sa vice-ministre du Climat et de l'Environnement, Urszula Zielińska, issue des Verts polonais, et de ses partenaires de Pologne 2050, dont l'eurodéputé Róża Thun a participé à l'élaboration du texte. Mais le plus surprenant, c'est que le Premier ministre belge Alexander De Croo montre son opposition personnelle, alors que ce n'est pas du tout la position du gouvernement, que son pays détient la présidence tournante et que la Belgique s'efforce d'obtenir un consensus sur le texte. Sécurité.
Europol rend son rapport sur le crime organisé dans l'Union. Vendredi 5 avril, Europol, l'agence européenne de police criminelle, a présenté son rapport sur le crime organisé par la voix de sa directrice exécutive, Catherine de Boll. Un rapport constitué avec l'aide des autorités nationales des États membres, mais aussi d'États tiers. Un travail inédit qui a permis de cartographier 821 réseaux criminels à travers toute l'Europe. La majorité d'entre eux se concentrent sur le trafic de drogue. Mais on les retrouve aussi dans des domaines tels que l'immobilier, le BTP, l'hôtellerie, la logistique ou les discothèques, avec une menace de corruption croissante du système judiciaire. Le tout en se reposant sur des infrastructures légales, pour 86% d'entre eux, qui leur permettent de blanchir l'argent issu de leur activité illégale. Au-delà du trafic de drogue, il y a aussi de l'extorsion, du racket, du trafic d'êtres humains et du trafic d'armes. Les vulnérabilités se trouvent aussi dans les ports commerciaux, où les dockers sont soudoyés et menacés. Certaines des structures existent depuis plus d'une décennie et ont toujours survécu à l'emprisonnement de la tête du réseau. Certains les dirigent même du Maroc, de Turquie, des Émirats arabes unis ou encore d'Amérique du Sud. L'enquête sur le crime organisé devrait aider les polices des États membres dans leur coopération. Ces réseaux criminels ont prouvé leur agilité et leur adaptabilité face aux aléas qu'ils ont pu rencontrer. Même si le rapport veut préserver le secret, il est possible de deviner la présence de la mafia albanaise, de la mafia italienne ou encore de la mocromafia qui sévit dans le Benelux. Le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, a promis plus de moyens pour les organes de l'Union chargés de la sécurité et la création d'un réseau de procureurs et de juges spécialisés dans la grande criminalité. Passons désormais au Club des 27. Grèce. Les conditions d'obtention des visas dorés se durcissent. C'était un programme mis en place alors que la Grèce traversait sa cure d'austérité, avec pour objectif d'attirer les investissements. Mais aujourd'hui, face à la crise du logement, le gouvernement a décidé de revenir sur les critères des visas dorés le dimanche 31 mars. Pour pouvoir obtenir ces visas, il fallait donc investir dans l'immobilier avec un minimum de 250 000 euros. La réforme veut porter ce seuil à 800 000 euros. Si le gouvernement réagit, ce n'est pas seulement la faute à la crise du logement, qui affecte durement les ménages, mais aussi parce que le dispositif a vu une explosion des demandes de ces visas en 2023, avec plus de 10 000 demandes d'acquisition ou de renouvellement, dont la moitié a été accordée avec pour résultat 1 milliard d'euros d'investissement. Un visa qui a tendu le marché du logement et a porté l'augmentation des loyers à 20%. Une réforme des visas qui s'inscrit aussi dans une série de mesures pour convertir les bâtiments de travail en habitation, la protection des bâtiments historiques ou encore l'interdiction de procéder à des locations de courte durée avec les visas dorés. Bulgarie et Italie. Le parquet européen enquête sur des détournements de fonds européens. Lundi 1er avril, en Bulgarie, le bureau du procureur général européen à Sofia a procédé à des perquisitions pour des détournements de fonds européens dans le cadre d'un projet routier, le tunnel de Železnica, sur l'autoroute qui relie Thessalonique au Danube. Le projet avait été octroyé à un consortium, et c'est l'une des entreprises de ce consortium qui est visée. Elle est suspectée d'avoir procédé à des transferts fictifs d'un montant total de 5,6 millions d'euros, suivis d'importants retraits d'argent par des individus ayant déjà des antécédents criminels. Cette structure serait aussi impliquée dans un projet ferroviaire. Des projets qui sont financés par le Fonds de cohésion européen. C'est le gouvernement de Boyko Borisov qui avait sélectionné les entrepreneurs pour ce projet. Mais ce n'est pas la seule enquête lancée par le parquet européen. Conjointement avec la garde des finances italienne, ils ont découvert une fraude de 600 millions d'euros liée au plan de relance Next Generation EU. Des perquisitions ont été menées jeudi 4 avril dans toute l'Italie. L'enquête est menée conjointement avec les polices slovaques, roumaines et autrichiennes. 24 personnes sont déjà concernées par des mesures judiciaires. Des accusés ont créé des entreprises fantômes
et créer de faux bilans pour obtenir des fonds européens, leur permettant d'acheter des appartements, des villas de luxe, des crypto-monnaies, des montres de luxe, de l'or et des voitures de luxe. Les fonds auraient été blanchis dans des sociétés écrans en Autriche, en Slovaquie et en Roumanie. Ces deux affaires font suite au rapport du parquet européen qui annonce avoir 1927 enquêtes en cours en 2023 avec un préjudice total de 19,2 milliards d'euros pour l'Union européenne. Autant, quelques obstacles se dressent devant Mark Rutte. Alors que Mark Rutte était favori pour reprendre le poste de secrétaire général de l'OTAN, quelques obstacles se placent sur son chemin. Tout d'abord, la candidature du président roumain Klaus Iohannis, même si elle n'a pas soulevé l'enthousiasme de la part des États membres, elle a ouvert la compétition. Il y avait aussi la rumeur envoyant la première ministre estonienne Kaja Kallas, elle aussi en lice, ce qu'elle a complètement réfuté. Elle a d'ailleurs apporté son soutien au Premier ministre néerlandais. Mais alors, qu'est-ce qui se dresse réellement devant Mark Rutte? L'opposition de 4 pays, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie et la Turquie. Pour la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan a demandé des garanties sur la lutte contre le terrorisme. La Hongrie reproche à Mark Rutte ses critiques sur l'état de droit en Hongrie. La Roumanie soutient son propre candidat. La nomination en tant que secrétaire général ne devrait pas lui échapper, mais il faudra encore convaincre à la dernière réunion ministérielle à Prague, au mois de mai, qui devrait déboucher sur sa nomination à l'été, à l'issue du sommet des chefs d'État et de gouvernement à Washington, au mois de juillet. Slovaquie, la dérive autoritaire se poursuit et devrait se confirmer. Après la justice, les médias et le milieu culturel, c'est au tour des associations d'être dans le viseur du gouvernement. Le gouvernement a présenté une réforme obligeant les organisations recevant plus de 5 000 € de dons venant de l'étranger de se déclarer, ce qui reviendrait à avoir un statut d'agent de l'étranger, comme en Russie. Officiellement, c'est pour augmenter la transparence des ONG. Mais la loi prévoit d'élargir les possibilités de fermeture administrative et les prérogatives du ministre de l'Intérieur, qui pourra dissoudre les associations si elles ne fournissent pas de rapport annuel avec la liste de leurs donateurs. Un texte qui suit la proposition de loi hongroise d'il y a quelques semaines dans des termes similaires. Ce qui est curieux puisque la Hongrie avait adopté une loi en 2017 qui obligeait les organisations recevant plus de 24 000 € de l'étranger à se déclarer, avant de la retirer après une mise en demeure de l'Union européenne et son invalidation par la Cour de justice de l'Union européenne en 2021. Et cette entreprise de démantèlement de l'état de droit risque de pouvoir être facilitée par l'élection présidentielle. Samedi 6 avril, Peter Pellegrini, candidat soutenu par le gouvernement, sort vainqueur avec 53,2% des voix. Ancien membre du Smer-SD, le parti de Robert Fico, qui n'est autre que son mentor politique, il lui a succédé lors de sa démission forcée en 2019. Il s'est affiché comme le candidat de la paix, prônant un retrait de la Slovaquie dans le soutien à l'Ukraine. Même si le rôle présidentiel est limité, il dispose de leviers qui pourraient faciliter l'entreprise d'affaiblissement de l'état de droit, comme la nomination de certains juges et le veto contre les lois adoptées par le Parlement. Il avait promis d'être vigilant lors de la constitution du gouvernement sur l'adhésion à l'UE et à l'OTAN de la Slovaquie, mais les attaques répétées de Robert Fico contre les deux institutions restent sans réponse depuis la constitution du gouvernement. La dérive pro-russe, populiste et ultra-conservatrice de la Slovaquie devrait en toute vraisemblance se poursuivre lors des prochains mois. Allemagne. Le ministre de la Défense veut préparer l'Allemagne à la guerre. Boris Pistorius avait promis un texte au printemps sur la réforme de la défense au mois de novembre pour rendre l'Allemagne, je cite, capable de faire la guerre. Dans son projet, il projette de restructurer les états-majors en centralisant les commandements, qui sont basés à Potsdam pour les opérations extérieures et à Berlin pour la défense nationale. L'idée est de créer un guichet unique pour les partenaires internationaux, mais aussi pour les Länder. Aux 3 armées traditionnelles que sont l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine, il souhaite y adjoindre une armée du cyberespace
pour coller aux enjeux de l'époque, aussi en réaction à la fuite d'une conversation entre hauts gradés il y a quelques semaines. Le tout sera soutenu par une zone de soutien commune qui englobera les services médicaux, logistiques, la réponse aux armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Malgré les propositions de ses prédécesseurs chrétiennes démocrates Ursula von der Leyen et Annegret Kramp-Karrenbauer, dont l'objectif était de recruter des militaires, le nombre de soldats allemands a stagné, voire régressé. Il veut proposer une conscription à la suédoise, qui n'aurait rien d'obligatoire, mais serait dotée d'un questionnaire de compétences à destination des jeunes âgés de 18 ans pour évaluer leurs compétences et leur intérêt, pour ensuite leur proposer une formation de base. Mais Boris Pistorius aura fort à faire. Même s'il a l'intention de lancer une dynamique, l'approche des élections fédérales en 2025 pourrait mener à des débats houleux au Parlement allemand sur la forme que prendra cette réforme. Grèce. La Cour suprême rend sa décision sur les écoutes. En juillet 2022, Nikos Androulakis, qui était le leader du parti socialiste panhellénique, le PASOK, et eurodéputé, a été informé par la sécurité du Parlement européen que son téléphone était infecté par le logiciel espion Predator. Le gouvernement, déjà emmené par Kyriakos Mitsotakis et son parti de droite Nouvelle Démocratie, nie être à l'initiative de l'écoute. Seulement, c'est ce gouvernement qui a fait voter en 2021 un amendement à la loi sur les écoutes en y intégrant les questions de sécurité nationale. C'est sur cette base que l'eurodéputé de gauche aurait été placé sur écoute. Le Premier ministre nie avoir été mis au courant et dénonce même le fait que son adversaire politique soit considéré comme une menace pour la sécurité nationale. Ce vendredi 5 avril, la Cour suprême grecque avait à statuer sur ce cas. Elle évoque l'obligation d'information vis-à-vis des personnes mises sur écoute sur le motif de celle-ci. De plus, elle juge que le fait que la loi empêche la personne visée d'être informée une fois la menace pour la sécurité nationale écartée portait atteinte à l'état de droit. La loi de 2021 devient donc inconstitutionnelle. Nikos Androulakis pourra donc s'adresser à l'autorité hellénique pour la sécurité des communications et la protection de la vie privée pour connaître le motif de sa surveillance. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Turquie. Des municipales qui sonnent comme un désaveu pour le pouvoir. Dimanche 31 mars avaient lieu les élections municipales en Turquie. Et malgré l'importante implication du président Recep Tayyip Erdoğan, son parti, le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, n'a pu que reconnaître sa défaite face au Parti républicain du peuple, le CHP, Parti social-démocrate et héritier du fondateur de l'État turc, Mustafa Kemal Atatürk. Alors que le président avait misé sur la prise d'Istanbul en assistant à plusieurs reprises aux réunions publiques de son parti dans la capitale économique et culturelle du pays, c'est le maire sortant, Ekrem İmamoğlu, qui en ressort conforté. La capitale, Ankara, reste aussi dans les mains du CHP avec Mansur Yavaş. Les traditionnels fiefs de l'AKP comme Bursa, Üsküdar, Gaziosman-Paşa et Bayrampaşa sont tombés dans l'escarcelle du CHP. Adıyaman, une des villes que dominait l'AKP, touchée par le tremblement de terre en 2023, a basculé. Le CHP retrouve des niveaux de popularité qu'il n'avait pas connus depuis 1977, c'est-à-dire entre les deux épisodes de junte militaire. Est-ce pour autant un épisode qui marque la fin de l'ère Erdoğan ? La désaffection de l'électorat de l'AKP semble s'expliquer par le contexte économique. L'inflation a atteint 67% en un an en Turquie au mois de mars, et la lire turque poursuit son effondrement. Les loyers ont explosé en Turquie, et le pouvoir d'achat s'en ressent. Même si le CHP a gagné sans avoir à s'allier à d'autres partis, reste que le CHP recouvre une diversité d'opinions différentes qu'il faudra garder unies, entre des démocrates, des sociodémocrates, des démocrates conservateurs, des Kurdes et des nationalistes. Reste que la tentative de coup d'État de 2016 avait permis à Erdoğan d'avoir une administration à sa main.
des journaux qui lui restent globalement loyaux et des freins à l'expression de l'opposition. Sa stratégie est de miser sur la place de la Turquie dans le monde et son projet de rallier toutes les populations turcophones d'Asie à sa cause dans un projet pan-turc. Il mise aussi sur une position d'équilibre entre l'OTAN et la Russie, malgré sa qualité de membre de l'OTAN. Il reste 4 ans à Erdogan pour regagner la confiance des Turcs et continuer son hégémonie en tant que président de la République turque. Écosse. La loi contre l'incitation à la haine adoptée. C'est une loi qui a fait beaucoup de bruit outre-Manche. Grâce à la devolution entreprise en 1997 par le Premier ministre britannique d'alors, Tony Blair, l'Écosse dispose d'un parlement à Holyrood, aujourd'hui dominé par le Scottish National Party. Emmené par la première ministre Nicola Sturgeon en 2021, le parti était parvenu à faire adopter le Hate Crime and Public Order Act, qui criminalise les incitations à la haine sur des caractéristiques comme l'âge, le handicap, la religion, l'orientation sexuelle ou encore l'identité de genre. Cette loi est entrée en vigueur lundi 1er avril. Cette loi élargit une ancienne législation qui ne portait que sur la race et s'applique même en ligne dans le cadre privé. Une loi qui intervient après l'adoption d'une loi d'autodétermination sur le genre, sans avis médical, qui a polarisé les débats politiques écossais en 2022 et qui a été très vite censurée par le gouvernement britannique. Et la plus fameuse opposante aux lois sur l'identité de genre n'est autre que l'autrice d'Harry Potter, J.K. Rowling, qui se veut être la figure de proue du mouvement Gender Critic, qui se dit être prête à être emprisonnée dans le cadre de cette loi. La difficulté sera de faire la distinction entre le propos offensant et celui qui sera qualifié d'incitation à la haine. C'est une énième tentative du SNP de différencier une Écosse plus libérale de sa voisine méridionale qui semble s'enfermer dans un conservatisme de plus en plus prononcé. Géorgie. Le gouvernement propose à nouveau une loi contre les agents de l'étranger. Malgré de vives contestations dans les rues de Tbilissi, qui avaient obligé le gouvernement à retirer sa loi en mars 2023 sur les agents de l'étranger, le parti majoritaire Rêve géorgien revient à la charge. Un texte qui rappelle sans aucun doute le texte russe adopté en 2012. Mamoukham Dinaradze, chef de la majorité parlementaire, a indiqué mercredi 3 avril vouloir réintroduire ce projet de loi. À la différence près que le terme d'agent de l'étranger serait remplacé par organisation servant les intérêts d'une puissance étrangère. Les ONG recevant au moins 20% de financement étranger devront s'enregistrer sous cette appellation, avec l'obligation de publier un rapport annuel avec la liste de ses donateurs, sous peine de recevoir de lourdes amendes. Un moyen pour le gouvernement, je cite, de lutter contre une idéologie pseudo-libérale et une propagande LGBT et les va-t-en-guerre qui veulent attaquer la Russie. Au-delà de mettre sous pression des associations, cela pourrait obliger les journalistes à dévoiler leurs sources. La présidente Salomé Zourabichvili s'est posée encore une fois contre un tel projet de loi, comme elle l'avait fait au printemps 2023, invoquant le fait que cela irait à l'encontre de la candidature à l'Union européenne du pays. Le texte pourrait être adopté fin juin. D'ici là, le sort de la loi devrait se jouer autant dans la rue qu'au Parlement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Europe Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernière plénière avant les élections européennes. À bientôt sur Europe Hebdo.